Good. Bon, bonjour à tous. Bienvenue à la formation d'attaque système et réseau. Le plan de la séance, on va voir c'est quoi les attaques système. On va voir comment attaquer les services, faire la reconnaissance sur les services, faire l'exploitation. Après ça, l'escalade de privilèges, la reconnaissance pour l'escalade de privilèges puis l'exploitation. Les attaques réseau, puis une petite slide de devoirs que vous pouvez faire pour vous améliorer. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Ça, c'est une des vidéos qui font partie de la suite de formation du CSIUL. C'est une suite d'introduction à la cybersécurité. Puis là, mes petites flèches sont pas bonnes. On est à la dernière de la suite de formation. Fait que normalement, si vous allez sur notre channel YouTube, là, ils sont tous là-dessus. Vous pouvez comme toutes les écouter un à la suite de l'autre. Normalement, vous devriez avoir une bonne base en cybersécurité. Les attaques système. C'est quoi des attaques système? C'est des attaques sur les systèmes d'exploitation eux-mêmes. Fait que ben, les systèmes d'exploitation habituellement Windows ou Linux. Puis ça peut consister en des services qui sont là par défaut sur le système d'exploitation ou des mauvaises configurations du système d'exploitation, des méthodes d'escalade de privilèges spécifiques à ces systèmes d'exploitation-là, des choses comme ça. Donc c'est les attaques qui sont faites sur les systèmes d'exploitation eux-mêmes. On se rappelle des phases d'un test d'intrusion. Donc, on a la reconnaissance, après ça, l'évaluation des vulnérabilités, après ça, l'exploitation, puis on revient à la reconnaissance. Puis là, nous autres, on commence. Fait qu'on commence à la reconnaissance. Euh, Retour sur Nmap, puis je dis retour parce que c'est retour d'une formation qui a été faite il y a 2 ans. Fait que je voulais pas me répéter, mais en même temps, je voulais pas assumer que vous l'avez écouté. Fait que 3 commandes Nmap qui sont craftées spécifiquement pour la formation d'aujourd'hui. La première, c'est un. Ben, j'assume que vous connaissez Nmap, là. C'est un tool pour faire des scans de serveurs. Comme. Fait que le premier, ça fait. Le tiret SS, c'est pour un SYN scan, donc c'est un scan qui est beaucoup plus rapide. Moins PN pour assumer que le serveur existe, parce que des fois, les serveurs sont configurés pour pas répondre au ping, sauf que les serveurs existent quand même. Fait que quand tu vas arriver pour scanner l'adresse IP, le serveur répondra pas au ping. Fait qu'Nmap va assumer que le serveur n'existe pas. Sauf que nous, si on sait que le serveur existe à cette adresse IP-là, on peut ajouter moins PN, puis il va pas essayer de le pigner, il va juste assumer que le serveur existe. Fait que c'est pour ça que j'ai ajouté ça. Moins P-, ça veut dire scanne tous les ports, fait qu'il va scanner les 65 530 quelque chose ports, et il va tous les tester, voir s'ils sont ouverts. Fait que là, normalement, avec la première commande, vous allez avoir la liste de tous les services, ben, de tous les ports qui répondent en TCP sur le serveur. Après ça, avec cette liste de ports-là, vous pouvez faire l'autre commande après, que c'est nmap-sc-sv-o majuscule -p avec la liste de ports puis l'adresse IP. -sc pour les scripts qui détectent les vulnérabilités. -sv pour les scripts qui détectent les versions des services. -o pour le script qui détecte le système d'exploitation. Puis ben, -p la liste des ports. Finalement, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est des scans TCP. Fait que des fois, il va y avoir des services qui fonctionnent en UDP. Fait que les autres aussi, on veut savoir qu'ils existent. Fait que un scan SC pour encore détecter les vulnérabilités, SV pour détecter les versions, puis SU pour dire qu'on scanne en UDP. Fait que là, avec tout ça, là, on va avoir une liste de tous les services qui roulent sur le serveur avec toutes les versions, puis peut-être même quelques vulnérabilités que Nmap aurait peut-être détectées. Donc, quels services sur lesquels on peut tomber quand on va faire notre scan? Euh, 3 services, disons, les plus communs que vous allez tomber si vous scannez un serveur Linux, ça va être soit 80 ou 443, ça c'est des services HTTP, fait que c'est des sites web. 80 c'est en HTTP, 443 c'est en HTTPS. Puis je vous réfère à la formation de la dernière session sur les attaques web pour savoir comment hacker les sites web. Port 22, c'est le port SSH. Fait que c'est pour Secure Shell. Ça permet de se connecter à distance sur un serveur puis de faire des commandes à distance sur ce serveur-là. D'habitude, c'est pas mal juste sur Linux qu'il y a SSH.
Puis finalement, 21, FTP pour File Transfer Protocol. Le protocole de transfert de fichiers que ça permet d'envoyer puis de downloader des fichiers sur un serveur. Je vais pas faire ça. Sur Windows, là j'en ai juste choisi 5 pour la formation d'aujourd'hui, mais il y a comme des milliers de services évidemment. Mais on va s'attarder à ces 5 services-là pour ce qui est de l'exploitation des services. 4.4.5 sur Windows, c'est le protocole SMB. Fait que c'est ce qui permet de... J'ai écrit partager des shares, mais tu sais, un peu dire partager des partagés. C'est quand sur Windows, il y a des shares. Supposons que vous êtes sur un réseau d'université ou un réseau de cégep ou quelque chose du genre. Là. Des fois, vous allez avoir un genre de share commun que vous avez avec tous les autres utilisateurs. Là. Souvent, c'est une lettre là, genre E ou K ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas local sur votre ordinateur, c'est une espèce de système de fichiers qui est dans le réseau. Là. Bon, ben ça, c'est un share Windows. Puis SMB sur le port 4.4.5, c'est le protocole qui s'occupe de faire ces shares-là. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant, on va voir pourquoi. Puis finalement, le port 3389, c'est RDP, qui est un peu la version Windows de SSH. C'est pour Remote Desktop Protocol, qui est une connexion à distance sur les ordinateurs Windows. Ça fonctionne avec une interface graphique, là, fait que vous pouvez... Si vous avez déjà... Peut-être vous travaillez à quelque part où est-ce que vous avez un portable qui est pas très fort, mais vous avez une super tour à votre job, puis vous connectez un RDP dessus. Là, vous avez comme, dans une fenêtre, l'interface de votre serveur à distance. Bon, ben ça, c'est RDP. Oh oui. Dans tous les cas, on va énumérer les services, comme j'ai dit, avec Nmap. On va énumérer les versions, énumérer les vulnérabilités si jamais Nmap en trouve. Puis, même si c'est pas dans la liste des 5 là, ben, ce que vous devez faire, c'est taper le nom du port, puis taper le nom du service sur Google, puis lire, savoir c'est quoi ce service-là, qu'est-ce que ça mange en hiver. Bon, maintenant on a fait notre reconnaissance. On sait c'est quoi le système d'exploitation, on sait c'est quoi le service, on sait c'est quoi la version, on sait s'il y a des vulnérabilités connues pour cette version-là. Maintenant, on est prêt à l'exploitation. Bon, ben 84.4.3, comme on a dit tantôt, ça va être plus... Oui. Absolument pas. Fait que ça, c'est un bon point. Même si c'est juste scanner sans faire quoi que ce soit de dangereux, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que vous pouvez pas scanner un serveur qui vous appartient pas ou que vous n'avez pas le droit de hacker. Fait qu'il faut que vous vous assurez que vous faites ça. Il y a des services qui existent pour ça. Il y a HackTheBox qui existe ou TryHackMe ou des affaires de même. C'est des compagnies qui vont spinner des serveurs et qui vont dire vas-y, amuse-toi, hack-le comme ça te tente. Ça, on a le droit de faire ça. Sauf que, supposons, on pourrait pas décider de lancer ça sur un serveur de l'université ou quelque chose du genre. Il y a des bonnes chances que ça fasse alerter comme plein de dans une salle à quelque part, puis là, le monde va se mettre à capoter. Fait qu'il faut comme pas faire ça. Fait que oui, bon point. Donc, ouais, ben je passe vite sur 84.4.3 parce que la formation d'aujourd'hui n'est pas sur le hacking web parce que c'est tellement un gros sujet que on s'en sortirait pas si je rentrais dans le hacking web aujourd'hui. Mais quelque chose d'autre, un peu plus lié au service plutôt qu'au site web lui-même. Les serveurs web, il y a plusieurs serveurs web qui existent. Là. Il y a Nginx, Apache, des affaires de même. Ça, Nmap va vous dire c'est quoi. Supposons ici, il nous dit que c'est Apache ici. Puis il a détecté la version. Puis il sait que cette version-là n'est pas à jour. Elle a une vulnérabilité qui s'appelle CVE 2011-31-92. Fait qu'on sait que c'est vraiment vieux. C'est une vulnérabilité de 2011 qui a été découverte là-dessus. Fait qu'Nmap nous a déjà trouvé une vulnérabilité. Fait qu'on pourrait partir de là pour exploiter le serveur web plutôt que le site web lui-même. Port 22, SSH, donc on l'a dit tantôt, connexion à distance sur un serveur Linux. Par défaut, SSH, ça limite pas le nombre de tentatives de connexion. Il faut soit changer les paramètres ou installer de quoi de plus pour bloquer les connexions quand il y a trop de connexions qui fail sur SSH. Fait que nous autres, ben, on peut le brute force. Il y a un outil qui sert à faire ça qui s'appelle Hydra, qu'on peut y passer L majuscule pour un fichier de nom d'utilisateur, P majuscule pour un fichier de mot de passe, on spécifie l'IP, on spécifie qu'on veut brute force le protocole SSH. Moins T, c'est le nombre de threads, fait que plus on va être hardcore dans notre attaque, plus on met ça à élever. Si au contraire, on veut pas trop être abusif, mais on peut le mettre genre à 1. Puis ça va faire plein de tentatives de connexion sur SSH.
Puis ça va nous faire un petit message pour nous dire s'il a réussi à trouver quelque chose. Mais là, ça nous prend une liste d'utilisateurs puis une liste de mots de passe. Fait que je me permets de faire une petite parenthèse pour vous parler de SecList, qui est une liste de mots sur GitHub, que c'est de loin la plus utilisée. Dans le fond, c'est du monde qui ramasse plein de fuites de données puis ils font des listes avec ça. Fait qu'il y a des listes de plein d'affaires. On a des listes de noms d'utilisateurs, des listes de mots de passe, des listes de chemins HTTP, supposons /admin ou en tout cas d'autres affaires, là, des slash quelque chose qu'il y a sur les sites web. Des listes de noms de sous-domaines, il y en a vraiment plein. Fait que dans notre cas, si vous avez Kali, il est déjà sur Kali. Dans User Share Word List avec un S, SecList. Puis dans notre cas, ça pourrait être intéressant, supposons d'aller dans username, il y en a une que c'est Top Username Shortlist, que c'est une liste de comme 20 usernames qui sont utilisés souvent. Puis dans Password, t'as, supposons, Default Credential, puis t'en as même un juste fait pour SSH. C'est SSH Better Default Passlist.txt. Fait que ça, supposons, ce serait un bon choix de word list. Puis ça vaut la peine de mettre beaucoup d'efforts pour choisir une bonne word list parce qu'on pourrait juste prendre rockU.txt, qui est une méga word list de millions de tests. Là. Mais on va juste perdre notre temps s'il y en a comme 80% qui ne s'appliquent pas à notre code. Oui. Ouais, je parle du brute force en général. L'importance de choisir une bonne word list. Ouais. On peut regarder ça. Je sais pas s'il y en a qui sont générés, je pense pas. Je pense qu'ils font juste les extraire de des fuites de données qu'il y en a. Ce sera pas bien long. Bon, fait que ça ressemble à ça. C'est un dépôt GitHub, là, ça n'a rien de spécial. Dans le fond, tout ça, c'est toutes des catégories de word list. Là. Fait que supposons que tu veux chercher, tu veux fuzzer un site web. Là. Tu peux aller dans, il n'y a pas web content, quelque chose comme ça. Discovery. Là, tu vas avoir genre web content. Là-dedans, supposons, tu veux fuzzer un serveur IIS, ben là, ils ont une word list pour IIS. Puis une word list, ça ressemble à ça. Fait que c'est une liste de chemins, là, supposons /administrateur, /admin, knowledge, chose, pas tant de trucs. C'est des paths qui sont connus pour ce serveur-là. Fait que tu passes ça dans ton tool puis il va tous les essayer. Alright. Ça, c'était pour SSH. FTP, on se souvient que c'est le File Transfer Protocol qui permet de transférer des fichiers d'un ordi à un autre. On peut énumérer, Nmap a déjà beaucoup de scripts pour énumérer les vulnérabilités de FTP. Fait que pour utiliser ces scripts-là, on peut utiliser moins script FTP-étoile. Fait qu'il va utiliser tous les scripts qui commencent par FTP. -P21 évidemment parce que FTP c'est sur le port 21. Puis ça va nous sortir quelque chose comme ça. Fait que là, ici, il a détecté qu'on peut se connecter au serveur FTP avec un login anonyme, ce qui est très fréquent dans les serveurs FTP. Fait que souvent, tu vas pouvoir te connecter juste en anonyme, là, sans aucun mot de passe puis aucun utilisateur. Puis des fois, tu vas avoir accès à certains fichiers que tu peux télécharger quand même si tu es connecté avec un serveur anonyme, avec un utilisateur anonyme. Fait que pour faire ça, il y a la commande FTP qui existe, qui est faite pour ça. FTP, quand c'est anonyme, le nom d'utilisateur c'est Anonymous, puis le mot de passe c'est Anonymous aussi. Fait que c'est pas vide, là. Faut que tu écrives Anonymous puis Anonymous. Puis ça va ressembler à ça ici. Fait que là ici il s'est connecté en FTP, il a rentré son username mot de passe, puis il a runné la commande help, puis là on a plein d'affaires qu'on peut faire en FTP. On peut, d'habitude, là, ce qu'on va faire, c'est genre ls pour lister les affaires, get pour downloader, puis des affaires de même. Là. Fait qu'on peut downloader, peut-être qu'on va tomber sur des fichiers intéressants, ou peut-être des fichiers avec des mots de passe dedans, ou je sais pas trop. Fait que c'est ça. Puis si jamais ça accepte pas les connexions anonymes,
encore une fois, on peut utiliser Hydra. Ce coup-là, à la place d'écrire SSH, on écrit FTP, puis ça marche aussi. Fait qu'encore une fois, on choisit une bonne word list, puis on essaie de brute force FTP. Pour Windows, on a le protocole SMB qui ressemble pas mal au protocole FTP dans la façon qu'il fonctionne, mais pas exactement. On peut utiliser un tool qui s'appelle SMB Map. Si on a un nom d'utilisateur, on peut le passer à -U, -P si on a un mot de passe. Si on n'en a pas, on peut juste les laisser vides. -H pour le host avec l'IP. Puis il va tout nous scanner, toutes les shares qui sont disponibles sur ce serveur-là. Fait qu'on va avoir plein de shares différents qui sont affichés en haut. Fait qu'on a IPC, admin, OPT, temp, print. Puis on va savoir si on a accès ou si on n'a pas accès. Fait qu'après ça, on peut se connecter avec SMB Client. Puis pareil comme FTP, là, télécharger les fichiers, se promener dans le système de fichiers, des affaires de même. RDP, on peut brute forcer ça aussi. Puis c'est ça pour ma liste de services que j'avais depuis tantôt. Avec Hydra, pareil comme pour les autres. Bon, il y a des bonnes chances que vous tombez sur plein d'affaires qui sont pas ce que je viens de vous montrer. Fait que c'est important de savoir comment se débrouiller quand on tombe sur quelque chose d'autre que juste quelque chose qu'on peut brute force avec Hydra. Fait qu'il y a un super site qui s'appelle Actrix qui rassemble vraiment beaucoup de plein d'informations sur pas mal tous les services que vous pouvez imaginer. Exposons que moi je tombe sur un service SMTP. Que ça c'est pour Simple Mail Transfer Protocol. Fait que d'habitude c'est 465 ou 25. Ben lui, il y a tout un article décrit sur qu'est-ce que tu peux faire avec les protocoles SMTP. Puis, avoir eu plus de temps, je vous en aurais parlé justement parce que c'est super intéressant ce que tu peux faire avec les serveurs SMTP. Dans le fond, les serveurs SMTP, c'est pour envoyer des courriels. Fait que souvent, tu peux te connecter au serveur SMTP, puis soit composer un courriel directement en ligne de commande, ou lister tous les courriels que le serveur connaît, ou des affaires de même. Fait que ça, ben, sur Actrix, t'écris soit le nom du service ou le numéro de port. Fait que si j'écris 25, ça va me sortir aussi, ça me sort aussi SMTP. Puis on a plein de techniques, de choses qu'on peut faire d'intéressantes avec ce service-là. Ensuite, ExploitDB, ça c'est si, supposons que Nmap a scanné votre affaire. Tantôt on avait l'exemple de Apache. Nmap avait trouvé un CVE 2011 quelque chose avec, sur Apache. Ben, ExploitDB, c'est une base de données avec plein de scripts qui exploitent automatiquement plein d'exploits connus. Fait que supposons là, que je cherche Apache CVE. Bon, il m'en a pas trouvé. Si j'écris juste Apache. Bon, ça c'est toutes les vulnérabilités qu'il connaît sur Apache. Exposons ici qu'il y a un Remote Code Execution sur Apache ici, sur Apache Server 2.4.50. Fait que si vous êtes tombé sur Apache Server 2.4.50, ben là vous cherchez ça là-dedans, puis là vous allez tomber sur ce script-là. Là, ça c'est un script bash, fait que vous pouvez le downloader et l'exécuter en spécifiant le host puis le port, puis ça va exploiter tout à votre place, puis vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe. Fait que ça, c'est deux très bonnes ressources pour quand vous voulez faire des tests d'intrusion de serveurs. Sinon, évidemment, il y a Metasploit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Metasploit, c'est un framework d'exploitation automatique, un peu comme ce qu'on a vu juste là, de vulnérabilité. Ça permet de chercher un CVE, chercher un service, puis il va vous lister les exploits disponibles, mais ça, c'est tout en ligne de commande. Et après ça, il va pouvoir, supposons que vous avez un Remote Code Execution, supposons que vous arrivez à exécuter du code sur le serveur. Ben, Metasploit, il a comme son propre type de shell pour exécuter du code. Fait que ça vous permet de lancer des exploits à distance à partir de cette machine-là. Fait que c'est super pratique quand vous faites un test d'intrusion d'un gros réseau, parce que vous allez pouvoir hacker un serveur. Après ça, Metasploit va être capable de rouler à partir de ce serveur-là, envoyer des exploits sur d'autres serveurs. Puis là, vous allez pouvoir comme vous promener partout dans le réseau d'un serveur à l'autre. Puis c'est comme Metasploit qui gère toute cette partie-là qui est vraiment compliquée. Ça s'appelle pivoter.
Ouais, quand tu passes d'un serveur à l'autre pour. Ouais, ça s'appelle pivoter. Ça, Metasploit, il simplifie beaucoup ça. Que si vous essayez de hacker des affaires comme plus manuellement, ben, ça peut devenir facilement compliqué de passer, de communiquer d'un serveur à un autre, à un autre, à un autre. Tu peux faire ça avec SSH, mais c'est compliqué. Là, des fois, après ça, tu vas tomber sur une affaire en Windows que lui, il n'y a pas SSH. Puis là, ça va être. Fait que lui, Metasploit, il est vraiment pas pire pour faire ça. Donc, ouais, ça m'a pris un petit bout avant de comprendre pourquoi c'était écrit ça. Fait que là, vous êtes rendu sur le serveur, félicitations, vous avez hacké un serveur. On assume ici que vous êtes tombé sur quelque chose qui était vulnérable à de quoi, ou je sais pas trop. Puis vous avez trouvé une vulnérabilité. Puis là, vous exécutez du code sur le serveur. Mais là, maintenant, on est revenu ici. On a trouvé les vulnérabilités, on les a exploitées. Puis là, on est revenu à de la reconnaissance. Mais ce coup-là, on veut escalader nos privilèges. Fait que supposons, puis ça peut s'appliquer aussi au hacking web. Si vous avez réussi à exécuter du code sur un site web, mais là, vous réussissez à exécuter du code sur le serveur, mais là, vous avez probablement juste les privilèges du site web, fait que vous n'avez pas les privilèges d'admin. Fait que nous autres, ben là, on veut plus de privilèges que ça. Fait qu'une fois sur le serveur, après l'exploitation, ben notre cycle, il recommence. Sauf que là, ce coup-là, on veut monter nos privilèges. Il y a deux types d'escalade de privilèges, verticale ou horizontale. On dit que l'escalade de privilèges verticale, on monte en privilège, fait qu'on va supposons passer d'un compte normal à un compte admin, ou juste en général d'un compte à un compte avec plus de privilèges. Ou ça peut être aussi intéressant de faire de l'escalade de privilèges horizontale, fait que ça va être d'avoir accès à des comptes avec le même niveau de privilège que nous, mais de d'autres utilisateurs. Fait que ça peut être intéressant pareil. Donc, premièrement, on va faire notre énumération, pareil comme on a fait avec Nmap tantôt. Il y a un script qui s'appelle linpeas qui permet de faire ça. Donc, ça va rouler, c'est un script.sh, qui va rouler sur le serveur Linux, puis qui va essayer de lister plein de vecteurs d'attaque possibles pour escalader nos privilèges. Fait que ça va faire des affaires comme scanner pour voir c'est quoi la version de l'OS, est-ce qu'il y a des vulnérabilités connues pour la version de l'OS. Il va regarder pour plein de programmes qui sont installés, est-ce qu'il y a des vulnérabilités pour ces programmes-là. Ça va chercher des mots de passe, chercher des noms d'utilisateurs dans tout plein de fichiers. Ça va regarder dans les logs, ça va regarder dans les fichiers de config, ça va regarder dans les historiques de bash pour voir s'il n'y a pas des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des affaires de même. Ça va vérifier les permissions que l'utilisateur a. Peut-être que notre utilisateur a une espèce de permission full obscure qui nous permet d'exécuter de quoi de bizarre qui nous montrait en privilège. Donc ça va tester tout plein d'affaires de même. Tout automatiquement, ça prend quand même un peu de temps là, à exécuter. C'est genre un bon 10-15 minutes. Là. Puis il y a l'équivalent pour Windows qui s'appelle WinPeas. Fait que je vous ai mis les liens GitHub pour les deux. Donc, exploitation. Fait que là, c'est là le bout de la formation où est-ce que je vous shoot comme plein de techniques d'escalade de privilèges, un à la suite de l'autre. Fait que ça va pas mal ressembler à ça. Sur Linux, permission de l'utilisateur. Fait qu'une des choses que vous voulez tester, puis l'InPeas n'est pas capable de le faire par lui-même, fait qu'il faut que vous le testez manuellement. Rouler sudo-l. Ça, sudo-l, ce que ça fait, c'est que souvent, les utilisateurs, ils se sont fait donner le droit d'exécuter quelque chose comme administrateur, mais juste une affaire en particulier. Supposons que vous avez une tâche en tant que programmeur, ou je sais pas trop, que vous avez besoin absolument d'être vous avez besoin absolument d'être administrateur pour faire cette tâche-là, ben l'administrateur peut vous donner le droit de rouler cette commande-là comme administrateur en particulier. Fait que quand vous allez rouler la commande sudo-l, ça va vous sortir quelque chose qui ressemble à ça. Puis ça, c'est la liste des choses que vous avez le droit de rouler en tant qu'administrateur, même si vous n'êtes pas administrateur. Fait que là, lui, il y en a vraiment beaucoup. Il peut exécuter tous ces fichiers-là en tant qu'administrateur. D'habitude, ce ne sera pas de même, là, mais des fois, vous en avez au moins un ou deux. Fait qu'à partir de ça, ben, vous pouvez aller sur quelque chose qui s'appelle Get the fuck out bins. Puis ça rassemble plein de techniques d'exécution de code à partir de fichiers binaires. Fait que supposons, on va aller voir ici. Supposons que nous autres, là, on a le droit d'exécuter find avec, en tant qu'administrateur. Fait que là, on a roulé sudo-l, ça nous a sorti cette affaire-là.
ça nous dit on a le droit d'exécuter en tant que root, sans utiliser de mot de passe, le binary user bin plutôt, find. Fait que là, on se dirait, ok, d'accord, ben find, ça m'aide pas bien, ça me permet juste de trouver des fichiers. Ben ça ressemble plein de techniques différentes pour exécuter du code avec plein de binaries différents. Fait que si je tape find, il est là, puis là, lui, il dit, ben, je suis capable d'avoir un shell à partir de la commande find. Fait que là, on clique là-dessus. Là, il dit, pour avoir un shell, tu peux rouler ça, ça va te donner un shell avec find. Fait que si tu fais find, point, il y a -exec qui existe pour find. Puis après ça, tu peux exec sh, puis ça va te sortir un shell. Fait qu'il y a plein d'affaires de même, qu'il y a plein de binaries, supposons 4 ou des affaires de même, là, ou genre ls. Là. Ben là, il y en a des fois qui ont des espèces de features bizarres qui leur permettent d'exécuter du code quand même. Fait que des fois, vous allez avoir le droit d'exécuter des affaires en tant qu'administrateur, qu'on pense pas que ça nous permet d'exécuter du code, mais ça nous permet d'exécuter du code pareil. Fait que, je sais pas si c'est clair. Bref, dans notre cas, on a le droit d'utiliser find en tant qu'administrateur, mais find, ça permet d'exécuter du code. Fait que techniquement, on a le droit d'exécuter du code en tant qu'administrateur. Fait que là, quand je vais rouler ça, ça va juste me spawner un shell en tant que root, puis là, je suis rendu administrateur. Vous me direz si jamais vous suivez pas ou si c'est pas clair. Lister les arguments des processus en cours d'exécution. Donc, une autre affaire qu'on peut faire, supposons qu'on a fait sudo -l et ça n'a rien donné, on peut regarder tous les processus qui run en ce moment sur le serveur. Fait que ça, c'est pas compliqué, c'est PS pour process, AUX, je me rappelle plus c'est quoi le AUPX. Là. Mais bref, ça va nous print une espèce de liste de tous les process qui sont exécutés en ce moment, avec tous les arguments. Fait que des fois, il va y avoir des process, supposons des bases de données, que dans l'argument de la commande, il faut leur passer le mot de passe de la BD ou des affaires de même. Mais ça, on va les voir là. Fait que si le process a été spawné puis qu'il y avait un mot de passe ou un nom d'utilisateur dans la commande du process, ben ça va tout sortir là-dedans. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Puis, deuxième raison pourquoi je vous sors ça, c'est que bonus information. Ces informations-là peuvent aussi être extraites si vous avez un local file inclusion. Pour ceux qui se rappellent, c'est quoi? C'est un type de vulnérabilité dans les sites web que ça vous permet, dans le fond, de lire n'importe quel fichier sur le serveur. Fait que supposons que j'aurais un site web qui s'appelle monsupersiteweb.com/page. Puis là, supposons, habituellement, tu aurais genre /page égale. Tu aurais genre accueil ou genre, genre accueil.html ou login.html ou des affaires de même. Mais là, des fois, tu peux y passer. Là, j'y passe le chemin /etc/password. Ça, c'est un fichier qui est sur le serveur. Là, il va me sortir le contenu du fichier sur le serveur. Ça a un nom, ce type de vulnérabilité-là. Ça s'appelle un local file inclusion. Ça permet de lire n'importe quel fichier sur mon serveur. Ben, les process sur Linux, c'est aussi des fichiers. Fait que je peux aller lire, dans le fond, sur Linux, tous mes process, ils vont être dans /proc, / avec le ID du process. Puis après ça, si je check /command line, ben, ça va me sortir la ligne de commande qui a été utilisée quand j'ai lancé le process. Puis /environ, ça va me sortir toutes les variables d'environnement pour ce process-là. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. C'est une autre façon de lister tous les arguments, comme que j'ai fait plus haut. Mais juste si vous avez juste le droit de lire les fichiers sur le système, ben vous pouvez quand même lister les arguments des process. Fait que ça, ben comme tantôt, des fois on peut avoir des noms d'utilisateurs, des mots de passe, pardon même. Une autre technique, la variable d'environnement path. Fait que ça, c'est une variable d'environnement qu'il y a sur Linux, que ça détermine l'emplacement d'exécution des fichiers binaires. Fait que, dans le fond, quand je roule, supposons que je roule la commande 4 qui permet de lire les fichiers, et quand je roule juste 4, il faut que Linux sache il est où ce fichier binaire-là. Fait qu'il utilise la variable d'environnement path pour faire ça. Le path, ça ressemble à quoi? C'est comme une liste de chemins sur le serveur, séparés par des 2 points. Puis ce que Linux va faire, c'est que, supposons que je tape 4, il va commencer par aller voir dans le premier chemin, il va voir s'il y a un exécutable qui s'appelle 4. S'il n'y en a pas, il va aller voir le deuxième chemin, il va voir s'il y a un exécutable qui s'appelle 4.
Puis là, il va faire ça pendant tous les chemins jusqu'à temps qu'il tombe sur un exécutable qui s'appelle cat. Puis là, il va l'exécuter. Nous autres, on peut se servir de ça pour escalader de privilèges. Comment qu'on fait ça? Supposons que j'ai fait sudo -l. Là, c'est écrit petit un peu. Supposons que j'ai fait sudo -l, puis ça montre que j'ai le droit d'exécuter un script en tant qu'administrateur. J'ai pas le droit de modifier ce script-là, mais j'ai le droit de le lire puis de l'exécuter. Alright. Le contenu de mon script, c'est echo hello bonhomme sourire. Fait que mon script, je peux pas le modifier. Fait que là, on croirait que j'ai pas. Que la seule chose que j'ai le droit de faire, c'est juste exécuter un script qui dit hello. Fait qu'on dirait que ça sert à rien. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux aller modifier la variable path pour ajouter, supposons, mon home à moi. Fait que là, moi, j'ai ajouté /home /user au path. Fait que ça, dans le fond, j'ai fait export path égale home user avec la variable path. Fait que ça va juste append home user au début de la variable. Fait que là, j'ai changé ma variable path. Fait que quand que je vais exécuter ça, il va aller chercher le binaire echo dans mon home avant d'aller le chercher ailleurs. Fait que j'ai juste à écrire un fichier binaire qui s'appelle echo. Et lui, je peux juste mettre dans mon fichier bash-i, que c'est juste pour dire spawn-moi un shell, dans mon home user. Puis quand que je vais l'exécuter en tant qu'administrateur, il va utiliser mon path que j'avais déjà de seté. Il va aller voir dans mon home quand il va chercher la commande hello, echo plutôt. Puis il va exécuter mon echo à moi, que c'est un bash-i. Fait que ça va me spawner un shell en tant qu'administrateur. Fait que c'est ça. Bon, fichier intéressant à regarder si vous êtes sur Linux puis vous voulez augmenter vos privilèges. /home/user /.bash history, c'est l'historique bash. Fait que des fois, si j'ai roulé des commandes, supposons pour me connecter à la base de données, puis qu'il fallait que j'y passe mon nom d'utilisateur puis mon mot de passe dans la commande, ben ça va être là-dedans. /etc/password puis /etc/shadow. Password, il est tout le temps accessible par tous les utilisateurs. Ça contient la liste de tous les utilisateurs qu'il y a sur le serveur. Shadow, d'habitude, il est pas accessible. En fait, il est vraiment pas supposé d'être accessible par les utilisateurs, mais des fois, il l'est. Puis ça contient toutes les hashes de tous les mots de passe de tous les utilisateurs. Fait qu'après ça, vous pouvez utiliser la commande unshadow puis la commande john pour brute force les hashes puis essayer de trouver des mots de passe dans toutes les hashes qu'il y a sur le serveur. Ça, c'est les mots de passe des utilisateurs du serveur. Autre chose à regarder, .ssh, IDRSA, puis .ssh authorize key. Ça, IDRSA, c'est la clé privée, la clé SSH privée de l'utilisateur. Authorize key, c'est les clés publiques de tous les gens qui peuvent se connecter au serveur en tant que cet utilisateur-là. Puis varlog, syslog ou tout autre fichier de log aussi, ça peut être intéressant de regarder ça. Windows maintenant. Fait que là, on a vu plein de techniques pour augmenter de privilèges sur Linux. Maintenant, on va voir Windows. Pas très compliqué, Metasploit, ils ont un module d'escalade de privilèges automatique. Fait que j'y run juste get system. Puis il va tenter de faire l'escalade de privilèges sur Windows automatiquement. Fait qu'il va essayer plein de techniques, puis c'est ça. Ça marche quand même souvent. Bon, je vous ai mis ça aussi. Ça nous liste les privilèges qu'on a en ce moment. Fait qu'on peut lister les privilèges pour voir si on a des privilèges intéressants. Puis après ça, essayer d'augmenter nos privilèges. Pour ce qui est de Windows, j'ai quasiment juste des affaires sur Metasploit. Là. Sur Metasploit, il y a un module de keylogger, de keylogger, que ça starte un keylogger sur l'ordi. Fait que ça va loguer toutes les frappes de clavier que le monde a sur l'ordi. Fait que je pourrais avoir compromis un serveur et rester sur ce serveur-là pendant un mois sans rien faire. Fait qu'il y a personne qui va détecter que je suis là. Puis pendant tout ce temps-là, je fais juste enregistrer toutes les frappes de clavier. Fait que j'ai tous les mots de passe, tous les noms d'utilisateurs de tous les utilisateurs qui sont en train d'utiliser le serveur. Ça peut être une super bonne technique si vous voulez si vous voulez que le monde ne sache pas que vous avez hacké leur serveur. Tu fais juste te pointer là,
t'écoutes tout ce que le monde il tape pendant un mois, puis après ça, tu te pousses, puis il y a personne qui sait que t'étais là. Fait que ça peut utiliser keyscan start, ça c'est des commandes Metasploit pour starter le keylogger, dump pour dumper tout ce que vous avez enregistré, puis stop pour l'arrêter. Ça peut tout le temps être intéressant de lister toutes les applications qui sont installées, surtout sur Windows. Sur Linux, c'est moins pire parce que d'habitude, le monde utilise des serveurs Linux plus pour du développement. Fait que t'as comme juste ce qui est important d'installer dessus, c'est pour autres faire. Oui. Ben, le dump, c'est afficher tout le contenu de. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je me souviens pas. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que ce que je disais, c'est que souvent sur Linux, on va s'en servir pour faire du développement, supposons. Fait que tu vas avoir comme Python d'installer ou des affaires de même. Mais tu sais, pas grand chose. Tandis que sur Windows, le monde utilise ça pour leur ordi personnel. Fait qu'ils ont plein de bébelles d'installer qu'il n'y a pas d'allure. Fait qu'on veut tout lister ces bébelles-là pour savoir s'il n'y a pas des affaires qui sont intéressantes. Après ça, ben, comme on est dans Metasploit, on peut prendre toute la liste des choses qui sont installées, faire search, puis on va savoir s'il y a des exploits pour ces affaires-là. Puis des fois, c'est pas nécessairement des exploits comme des vulnérabilités de vieilles affaires. Par exemple, tous les browsers, tous les mots de passe qui sont installés dans les navigateurs, c'est tout local, là, fait qu'on peut tous les dumper. C'est pas encrypté, c'est pas. C'est ça, c'est pas encrypté. Fait qu'on peut juste tout dumper les mots de passe qui sont installés dans n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox ou n'importe quoi. Fait que ça peut être des choses intéressantes qu'on n'aurait pas su, supposons que Chrome est installé si on n'avait pas listé les applications. On va lister toutes les applications, on va voir s'il y a des affaires intéressantes, puis ben, ça peut nous aider beaucoup. Bon, quelque chose un peu plus technique. Les unquoted service paths. Là, ça me tentait pas de le traduire en français. Fait que ça va rester comme ça. Dans Windows, c'est une technique d'escalade de privilèges qui est juste propre à Windows. C'est que quand un service est configuré pour exécuter un programme, fait que supposons que vous avez je sais pas, MySQL installé sur votre ordi parce que vous avez fait le cours de base de données. Ben, quand vous bootez votre ordi, ben, MySQL boot automatiquement. Puis là, vous checkez comme en bas à droite là, dans la liste des services qui sont exécutés. Puis là, tu as le petit icône de MySQL parce que MySQL il s'est démarré automatiquement quand ton ordi démarre. Ben, si le programme s'est pas configuré sécuritairement, il va écrire le path vers son exécutable, mais sans spécifier des guillemets. Tu mets pas des guillemets, puis qu'il y a des espaces dans ton path, t'as genre un fuck de Windows parce que Windows, il comprend pas c'est où, puis il va commencer à chercher l'exécutable. Fait que pour chercher l'exécutable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher c:// avec le nom de l'exécutable. S'il le trouve pas là, il va aller chercher dans Program File avec l'auteur puis le nom du programme. Puis sinon, il va aller dans Program Files, auteur, le nom du programme, puis setEvent.exe. Ça, c'est une espèce de bug dans Windows où est-ce que si tu mets pas ton path entre quotes, ben il va chercher là parce qu'il comprend pas il est où. Fait que là, nous autres, ce qu'on peut faire, c'est lister, parce qu'il va y avoir pas des centaines, là, mais plusieurs dizaines d'affaires installées sur l'ordi. Fait que là, on peut checker tout ce qui est installé sur le post Windows, puis checker s'il n'y en a pas un qui a mal fait sa job, puis qu'il a mis pas de quote quand il a spécifié son path. Fait que là, on va faire ça, que c'est ça d'ailleurs la commande pour lister les affaires qui n'ont pas de quote. Puis après ça, on peut écrire notre propre programme, le mettre à une place où est-ce que Windows va aller checker. Fait que quand le service va partir, ben, il va exécuter notre affaire plutôt que d'exécuter le programme qu'il voulait exécuter. Ça, ben là, supposons que le service s'exécute comme administrateur à chaque fois que l'ordi boot. Ben là, tu rebootes l'ordi, le programme s'exécute comme administrateur. Il trouve pas ce qu'il cherchait, fait qu'il va à ton truc que toi t'as programmé, puis là, il exécute ce que t'as programmé comme administrateur, puis là, ce que t'as programmé, c'était un shell, fait que là, t'as un shell comme administrateur. Fait que là, t'es content. Ordre de recherche des DLL, ça ressemble un petit peu au même concept. Des DLL, c'est des espèces de librairies là, sur Windows. Puis, c'est ça. Fait que les programmes, ils vont importer des DLL quand ils vont s'exécuter.
Fait que Windows, évidemment, il a son ordre de recherche de DLL. Fait que quand ton programme il a besoin d'une DLL en particulier, ben là, Windows va faire Alright, t'as besoin de ça, bon ben on va essayer de trouver c'est où. Puis là, ça, c'est l'ordre de recherche. Fait que la première place où est-ce qu'il va pour chercher, c'est le répertoire de l'exécutable. Fait que le code que tu exécutes, il va aller chercher s'il n'y a pas la DLL juste à la même place que le code. Ça, si c'est pas là, il va aller voir dans Système 32, ça, il va aller voir dans Système, après ça dans Windows. Après ça, le répertoire où est-ce que l'exécutable a été exécuté. Ça, c'est pas la même chose que le premier. Ça, c'est, supposons que j'ai changé puis à quelque part sur mon ordi, puis j'exécute quelque chose qui est ailleurs sur mon ordi. Bon, il va aller voir de où que j'ai exécuté le truc. Si c'est pas nulle part là-dedans, ben là, il va aller faire le tour de son path, parce que Windows aussi, il y a une variable qui s'appelle path. Fait que bref, supposons que on a un programme qu'on a le droit d'exécuter comme administrateur, on a le droit d'écrire dans le même répertoire, ben on peut juste écrire une DLL qui se nomme de la même, qui s'appelle pareil que la DLL que le programme cherche. Supposons que le programme utilise une DLL dans Système 32. Ben nous autres, on va écrire une DLL qui s'appelle pareil, on va la mettre dans le même répertoire. Fait que là, le programme qui s'exécute en tant qu'administrateur va exécuter notre DLL en tant qu'administrateur. Fait qu'on va, encore une fois, pouvoir exécuter du code en tant qu'administrateur. Puis ça va augmenter nos privilèges aux privilèges d'administrateur. C'est tout pour les attaques système. Maintenant, on va voir les attaques réseau. Fait que c'est quoi les attaques réseau comparées aux attaques système? Tantôt, on parlait des attaques qui sont propres à des systèmes d'exploitation. Les attaques réseau, c'est plus par rapport aux communications réseau, des attaques sur des composantes du réseau ou des attaques sur certains protocoles. Fait qu'on va commencer par le ARP poisoning. Fait que si vous avez pas fait, ben, ou si ça fait trop longtemps que vous avez fait le cours de réseau, ARP, c'est pour Address Resolution Protocol. Puis en gros, ça permet de traduire de adresse IP à adresse MAC. Fait que votre routeur, supposons que vous parlez à un site web, vous faites des requêtes à un site web. Le site web, lui, il connaît pas votre adresse MAC, il connaît juste votre adresse IP. Fait que là, il vous répond, il envoie sa réponse à une adresse IP. Votre routeur reçoit une adresse IP. Là, votre routeur, il doit savoir c'est qui cette personne-là en tant qu'adresse MAC, parce que les adresses MAC, c'est les adresses du réseau local. Fait que là, votre routeur, il y a une espèce de liste de toutes les adresses MAC, puis toutes les adresses IP, puis il sait comme qui est qui. Fait que quand il reçoit un message à une adresse IP, il s'en va voir dans sa liste, il dit « Ah, cette adresse IP-là, c'est l'adresse MAC telle affaire. » Là, il envoie la requête à l'adresse MAC dans le réseau local. Fait qu'ici, on a un beau petit schéma. On a système A puis système B. Système A, il va envoyer une requête. Il dit « Je cherche l'adresse MAC de l'adresse IP telle affaire. » Puis le système B, il répond en disant ben, l'IP telle affaire, c'est l'adresse MAC telle affaire, puis l'adresse MAC, c'est son adresse MAC à lui. Fait qu'il dit pour cette IP-là, c'est moi qui ai cette IP-là. Fait que là, ben, le système A, il va savoir c'est qui, fait qu'il va l'envoyer à la bonne personne. OK, comment ça marche le ARP poisoning? En gros, là, on va juste crier partout que nous autres, toutes les IP, c'est toute notre adresse MAC. Fait que supposons qu'on a Alice puis Bob, que eux autres, c'est deux gentils, ils veulent se parler entre eux, puis nous autres, on est Mathieu, puis on veut intercepter les communications. Ben, nous autres, on va envoyer une requête à Alice. En fait, on va pas envoyer une requête, on va juste envoyer une réponse. Fait que d'habitude, les ARP, il va y avoir quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai cette IP-là, c'est quoi l'adresse MAC? » Là, quelqu'un qui va répondre ah, pour cette IP-là, c'est telle adresse MAC. Il y a quelqu'un qui va répondre à la question. Ben, nous autres, on va juste répondre à la question, même si le monde n'a pas posé la question. Fait qu'on va dire Hey, pour cette IP-là, l'adresse MAC, c'est la mienne. Puis ce qu'on va dire précisément, on va dire pour l'IP à Bob, l'adresse MAC, c'est l'adresse MAC à Mathieu. Puis après ça, on va faire la même chose à Bob. On va dire à Bob, hey, l'IP à Alice, elle résout à l'adresse MAC à Mathieu. Fait qu'on dit à tout le monde que toutes les IP, ils résolvent toutes à notre adresse MAC à nous. Fait que quand Alice, elle va vouloir envoyer un message à Bob, Alice, elle va aller voir dans sa table que je vous parlais tantôt d'adresse MAC puis d'adresse IP. Elle va aller voir l'adresse IP de Bob, puis elle va voir qu'elle résout à l'adresse MAC de Mathieu. Fait qu'elle va envoyer son message à Mathieu.
Mathieu, il va recevoir le message, il va le lire, puis après ça, il va l'envoyer à Bob. Fait qu'il n'y a personne qui va savoir que Mathieu l'a intercepté. Après ça, là, ça c'est un exemple de 2 ordis sur le réseau qui veulent se parler. Mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre entre le routeur puis tous les autres ordis. Fait que comme ça, on va pouvoir intercepter tout ce qui sort puis tout ce qui rentre du réseau. Fait que, dans le fond, on dit au routeur, toutes les IP, ils résolvent tout à notre adresse MAC à nous. Fait que là, nous autres, on reçoit tout le stock, puis après ça, on leur renvoie, mais on a tout lu qu'est-ce qui s'est passé. OK. Fait que comment qu'on fait pour faire cette attaque-là? Tout d'abord, il faut activer le IP forwarding, parce que sinon, ça va faire un déni de service sur le réseau. Fait que le IP forwarding, c'est une configuration de votre serveur, là, supposons que vous êtes sur Linux. Là. Puis ça donne juste le droit de forwarder des paquets comme si vous étiez une switch dans le réseau. Genre, vous allez recevoir des paquets, vous allez le forwarder à quelqu'un d'autre. Parce que si vous ne faites pas ça, ben vous allez recevoir des paquets, puis là, votre serveur ne va pas vous donner le droit de le forwarder. Fait que vous allez juste tout recevoir, puis jamais rien envoyer. Fait que vous allez faire un gros déni de service dans le réseau. Vous allez catcher toutes les requêtes, puis vous allez jamais les renvoyer à la bonne personne après. Fait que ça, c'est ça la commande pour le faire. Puis il y a un tool qui s'appelle BetterCap qui permet de faire automatiquement du ARP poisoning. Ça, c'est la commande. Puis ça va juste faire pareil que comme j'ai expliqué. Fait en fait, je pense que j'ai un screenshot plus loin. Ouais. Fait que BetterCap lance l'attaque. Le SSL stripping, on va en parler plus tard. Mais dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de downgrade de HTTPS à HTTP. Parce que si le trafic est encrypté en HTTPS, ben on ne pourra pas le lire. Fait que ça, c'est un des problèmes avec notre attaque de ARP poisoning. C'est qu'on va recevoir tous les paquets, mais si les paquets ils sont encryptés, ben on ne pourra pas les lire. Fait que ça, on va voir ça plus tard. Puis, c'est ça. Dans le fond, il print tout le stock qu'il a réussi à recevoir. Fait qu'il reçoit du stock, puis il le passe après ça à la bonne personne, mais il lit tout ce qui se passe. Puis en plus, BetterCap, il est pas pire. Il y a des espèces de regex qui font que il catch s'il y a des usernames ou des mots de passe qu'il y a dans tout le trafic. Fait que là, nous autres, il nous affiche, il nous met en évidence un username password qu'il a réussi à catcher. Le SSL stripping. Fait que là, toutes les attaques de type man in the middle, comme le ARP poisoning que je viens juste de vous montrer, c'est inefficace quand le trafic est encrypté avec SSL ou encrypté avec quoi que ce soit d'autre. Fait que HTTPS, SFTP, toutes ces affaires-là, c'est tout encrypté, fait qu'on peut pas le lire. Fait que le SSL stripping, c'est l'action de downgrade de HTTPS à HTTP. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir, dans le fond, on va faire une connexion avec l'autre serveur, supposons que c'est facebook.com. Ben là, nous autres, on va communiquer avec facebook.com en HTTPS. Et après ça, avec l'autre personne du début, lui, on va communiquer avec en HTTP. Fait que le handshake HTTPS est entre moi et le serveur Facebook. Fait que c'est correct, je suis capable de le décrypter. Parce que c'est moi qui, pareil comme si j'avais juste décidé d'aller visiter facebook.com. Puis après ça, je vais communiquer en HTTP avec l'autre serveur. Fait que, comme je viens juste de vous montrer dans le screenshot, BetterCap, il peut faire du SSL stripping directement. Fait qu'on a juste à y passer. Encore une fois, on enable le IP forwarding. Puis on y passe proxy HTTPS. Puis il va faire du SSL stripping. Par contre, le SSL stripping, ça fonctionne pas tout le temps à cause de quelque chose qui s'appelle le HSTS, qui est le HTTP Strict Transport Policy. Que ça, c'est quelque chose qui a été inventé justement à cause que le SSL stripping existe. Puis c'est les navigateurs que eux autres, ils ont une espèce de liste de noms de domaine. Puis ils refusent de parler à ces noms de domaine-là tant qu'ils n'ont pas, tant qu'ils sont pas en HTTPS. Fait que nous autres, on veut bypasser ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer en HTTPS avec le bon domaine. Puis après ça, on va communiquer en HTTP avec l'autre personne.
mais on va changer le nom de domaine à quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas exactement ça. Fait que la personne, elle va pas s'en rendre compte. Fait que supposons qu'elle va sur google.com, mais son navigateur, il va pas accepter d'aller sur google.com en HTTP. Il veut absolument que ce soit en HTTPS. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on va communiquer en HTTPS avec Google, mais quand on va passer le stock à l'autre personne, puis on va aller à Google, pas de E à la fin, .com, puis on espère que la personne ne va pas s'en rendre compte. Fait que le browser, lui, Google, pas de E, il connaît pas ça. Fait qu'il se dit, ok, ben c'est pas grave si c'est en HTTP, c'est pas dans ma liste de choses qui doivent absolument être en HTTPS. Fait qu'il va accepter que ce soit en HTTP. Bon, là ça fait 3 fois que je le dis. On active le IP forwarding. On lance le ARP poisoning avec du SSL stripping, avec du bypass de HSTS. Puis pour faire ça, il y a un tool qui s'appelle le Man in the Middle Framework qui est sur GitHub. Puis c'est ça toute la méga commande que tu peux faire pour faire ton attaque. Ouais, tu sais qu'on n'a jamais besoin de faire quoi que ce soit, on fait juste comme rouler une commande puis ça le fait tout à notre place. Ça, j'ai oublié de le changer, mais c'est supposé d'écrire pratique. Fait qu'on est rendu à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous pratiquer après ce qu'on a vu d'aujourd'hui? Honnêtement, c'était assez général ce que j'ai montré. Fait que pas mal n'importe quelle box easy sur Hack the Box, vous devriez être capable de la faire. Si vous voulez de quoi d'un petit peu plus difficile, la Room Breath sur TryHackMe, c'est comme 3 serveurs, puis vous devez pivoter d'un serveur à l'autre. Fait que vous arrivez, vous avez juste accès à un des 3 serveurs, vous devez hacker le premier. Après ça, avec Metasploit, vous exécutez du code sur le premier, puis à partir du premier, vous pouvez hacker le deuxième. Puis là, vous devez exécuter du code sur le deuxième, puis à partir du deuxième, hacker le troisième. Fait que là, ça devient plus difficile de gérer juste la communication entre les serveurs pour réussir à parler au troisième dans le fin fond du réseau. Fait que super intéressant cette room-là. Puis elle a plein de write-up en ligne. Là. Fait que si vous êtes comme bloqué parce que c'est trop difficile, ben vous pouvez aller voir le write-up, voir qu'est-ce que la personne a fait. Puis, ben, comme c'est la fin de la liste de formations que je vous parlais au début, moi je vous recommande de faire le tutoriel Ethical Hacking in 15 Hours par The Cyber Mentor. C'est juste 15 heures de cours de hacking d'un dude qui connaît vraiment bien ça. Puis c'est tout gratuit sur YouTube. Fait que si jamais ça vous tente, lâchez-vous, allez-y fort comme on dit. Donc voilà. Merci beaucoup.